référendum. 10h, 11h, Philippe David. Et c'est parti pour le grand référendum jusqu'à 11h en direct sur Sud Radio avec Philippe David et ses invités. Voici la question de ce jour, de ce jeudi de l'Ascension. Est-ce que pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts ? Vous en pensez quoi de ça ? Allez, on vous attend 0826 300 300 et sudradio.fr si vous désirez laisser des commentaires. Après la tournée des religions monothéistes, Arabie Saoudite, Israël et territoires palestiniens et Vatican, Donald Trump va rencontrer aujourd'hui les chefs d'État des pays de l'OTAN, ce qui va lui permettre, entre autres, de rencontrer Emmanuel Macron pour la première fois. L'Europe avait été la grande absente des campagnes présidentielles d'Obama. Elle l'a été d'autant plus dans celle de Trump, excepté pour critiquer la politique de Merkel sur les migrants ou l'interdiction de la vente des armes en France pour se défendre contre une attaque terroriste. Trump va donc rencontrer ses homologues de l'OTAN, en particulier les Européens, alors que l'Europe n'est manifestement plus une priorité pour les USA. L'Europe et la France existent-elles encore dans le logiciel géopolitique des Américains ? Quel regard ont Donald Trump et son administration sur l'Europe et la France ? La relation des USA avec l'Europe va-t-elle se réduire à une relation américano-britannique suite au Brexit et à la relation spéciale, the special relationship comme disent les Américains, entre les deux pays ? Quel type de relation Macron peut-il initier avec Trump après avoir renouvelé le contact avec Poutine ? La France peut-elle devenir un interlocuteur privilégié pour les USA en Europe continentale, l'Allemagne n'ayant aucun poids politique ni militaire ? Est-ce que pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts ? C'est la question du jour du grand référendum sur Sud Radio de 10h à 11h. Vous pouvez bien évidemment appeler le 0826 300 300 et voter sur sudradio.fr, Facebook et Twitter. Avec nous, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis et maître de conférence à l'université Assas Paris 2. Son prochain livre qui sortira à la rentrée sera Donald Trump, président des États-Unis, publié chez Priva. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On attend François Costantini, géopoliticien et ancien professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. On va le caler dans quelques instants. Et nous avons avec nous François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, et candidat à la présidentielle. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. François Asselineau, on va commencer avec vous. L'Europe et la France, pour vous, existent-elles encore dans le logiciel géopolitique, géoéconomique et géostratégique des États-Unis ? Bah oui, évidemment. La question qui se pose, c'est de savoir quelle est la politique précise de Donald Trump. Et Donald Trump, c'est presque un peu une anomalie politique qui est apparue, c'était pas lui qui était prévu pour être élu. Une anomalie politique, vous faites fort. Voilà, il a été élu. Oui, il a été élu avec des propos à l'emporte-pièce qui avaient attiré l'attention d'un certain nombre d'observateurs, dont moi d'ailleurs, parce que je trouvais qu'il disait des choses intéressantes, en tout cas novatrices. Lorsqu'il disait par exemple que le Brexit c'était bien, lorsqu'il disait que l'Union européenne avait sans doute vocation à voir partir d'autres États, lorsqu'il avait dit que l'OTAN était une structure obsolète, lorsqu'il avait dit qu'il voulait renouer des relations de confiance avec Vladimir Poutine et avec la Russie, lorsqu'il s'était opposé au traité transatlantique, au TTIP, au TAFTA. Donc tout ceci, c'était un vent nouveau qui avait l'air de souffler. Bon. Et puis comme vous le voyez, depuis son investiture le 20 janvier dernier, en réalité, on voit que c'est un personnage qui est quand même, d'abord qui n'a pas beaucoup de pouvoir, enfin en tout cas qui en a moins que ce que l'on croit en France, parce qu'en France on a un petit peu tendance à juger des institutions américaines à l'aune des institutions françaises, mais en réalité le pouvoir du Congrès aux États-Unis est extrêmement important. On peut bloquer, par exemple, on l'a vu sur le projet de mur vis-à-vis du Mexique. Peut destituer un président. Peut destituer un président. On voit qu'il y a actuellement la polémique sur l'affaire du patron du FBI. Donc le président des États-Unis est quand même quelqu'un qui est entravé par le Congrès, surtout lorsqu'il n'y a pas la majorité. D'ailleurs, on verra nous-mêmes en France dans quelques semaines. Imaginons que En Marche le mouvement En Marche fasse une contre-performance et qu'il y ait une majorité qui soit hostile à M. Macron. On verrait d'ailleurs que M. Macron serait lui-même dans une situation qui n'est pas si facile. Donc Donald Trump est dans une situation de politique intérieure qui n'est pas si facile. Et puis il a été un peu phagocyté, on a l'impression, par tout le complexe militaro-industriel, ce que certains appellent l'État profond aux États-Unis. Donc sur tous ces sujets, il donne l'impression d'être un peu, de faire des volte-face. Et alors maintenant, il a eu des propos beaucoup plus amènes. Sur l'OTAN, il avait dit que c'était une structure obsolète. Maintenant, au contraire,
contraire, il veut renforcer l'OTAN et demander aux Européens de payer la facture. Mais ça, c'est pas nouveau. Ça fait des années que ses prédécesseurs disaient la même chose. Ils veulent que les États de de l'OTAN, pardon. Même sous Reagan, on disait déjà ça il y a plus de 30 ans. Oui, parce qu'ils veulent que le budget militaire des États d'Europe soit de 2% de leur PIB, alors qu'ils sont tombés à 1,2, 1,5%. Par exemple, l'Allemagne est à 1,2. Et donc, Donald Trump, comme ses prédécesseurs, en fait, tape du poing sur la table pour que les Européens mettent du budget, enfin de l'argent dans l'OTAN. En d'autres termes, moi je dirais un petit peu, vous savez, c'est le titre d'une pièce de Shakespeare, Much Ado About Nothing, c'est-à-dire beaucoup de bruit pour rien. En réalité, on a le sentiment que Donald Trump est un homme qui s'est fait élire sur un programme ambigu, un programme flou. Et puis il est rattrapé par un certain nombre de forces très très puissantes. C'est un peu, j'allais le comparer. Imaginons par exemple que monsieur, je vais faire un petit peu de politique politicienne française, mais que monsieur Mélenchon par exemple ait été élu avec madame Le Pen en France. Il y a beaucoup de leurs électeurs qui pensaient, par exemple, que monsieur Mélenchon voulait sortir de l'Union européenne ou de l'euro. Il n'a jamais dit ça. Il a toujours dit le contraire, d'ailleurs. C'est un peu pareil et puis on s'apercevrait que monsieur Mélenchon fait en fait la même politique que les prédécesseurs. C'est un peu Trump. Trump, il a tenu des propos qui étaient très sévères contre l'OTAN, contre ces mais il n'avait jamais dit qu'il allait sortir de l'OTAN. Il n'avait jamais dit qu'il allait favoriser la sortie des pays membres de l'Union européenne. Et puis il est rattrapé par des forces par la réelle politique. Par la réalité de ce truc. C'est-à-dire que pour changer les choses, vous savez quel était mon programme pour ce qui me concerne. Pour changer les choses, il faut avoir un programme extrêmement clair et non ambigu. Le programme de monsieur Trump était la quintessence de l'ambiguïté médiatico-politique. Jean-Éric Brana, est-ce que pour vous, l'Europe et la France existent encore de logiciels géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des États-Unis, vous qui êtes un éminent expert des États-Unis? Je vous remercie pour l'éminent expert d'abord. Bonjour à vos invités, vous-même et vos auditeurs. Écoutez, je vais reprendre exactement les mots de votre invité François qui disait, bien évidemment, c'est dans le logiciel américain et je crois que personne ne doute qu'il y a une amitié très forte entre les Américains et les Français, ne serait-ce que parce que nous sommes rendus des services réciproques, que ce soit au moment de la Révolution américaine ou au moment de la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale en France. Donc tout ça, ça a quand même créé des liens. Maintenant, savoir si Trump pense à la France tous les jours, bien sûr que non, il s'occupe des États-Unis. Je vous rappelle que son programme, et il l'a assez dit et répété, encore une fois le jour de son investiture ou devant le Congrès le 28 février, c'est l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique, en rajoutant d'ailleurs cette phrase pour clarifier les choses, je ne suis pas le président du monde. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis un président qui ne veut pas diriger l'ensemble de la planète et peser, ne serait-ce qu'en faisant la morale aux uns et aux autres, et c'est bien le sens du voyage. On l'a bien compris qu'il est en train de mener actuellement, dans lequel il a fait la morale à personne et il l'a bien fait remarquer qu'il ne faisait pas la morale, tout ça pour se désengager. Alors là, je suis un petit peu en désaccord avec François Asselineau sur le côté flou du programme de Donald Trump. Moi, je dirais le côté vide du programme de Donald Trump, ce qui n'est quand même pas la même chose, parce qu'entre le flou et le vide, il y a quand même un monde, mais ce vide avait quand même un axe très fort, encore une fois, l'Amérique d'abord et seulement l'Amérique, avec, pour ceux qui concerne la politique étrangère, là aussi beaucoup de vide, mais quand même 3 discours fondateurs, le premier en février, le deuxième en août, le troisième en septembre pendant la campagne électorale, qui passaient par une lutte contre le terrorisme. Je présume qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est on va en parler bien entendu. Et c'est avec l'intention de changer le logiciel autant que Donald Trump est aujourd'hui en Belgique. Bien entendu, c'est d'abord protocolaire. Il s'agit, c'est tradition, le nouveau président des États-Unis vient devant l'OTAN pour se faire présenter l'institution, mais il a bien l'intention de changer le logiciel. Alors je vais reprendre une autre phrase de François Asselineau qui rappelait que Donald Trump avait qualifié l'OTAN d'obsolète. Et puis ensuite qu'il est revenu en arrière. Donc on a dit, il a fait une volte-face. En réalité, peut-être pas. Si vous regardez ça avec
d'autres yeux. Vous pourriez vous dire que le côté obsolète, c'est le côté systématique de l'engagement des pays dans un conflit, par exemple contre la Russie, puisque c'est bien ce qui nous occupe actuellement, c'est l'article 5, je sais que François Asselineau adore les articles dans les différents traités, c'était une petite plaisanterie. Alors l'article 5, si je ne m'abuse, c'est celui qui dit que si un pays est attaqué, tous les autres vont à son secours, c'est ça ? Exactement. Et donc la réciprocité pour l'instant n'est pas si claire que ça de la part de Donald Trump vis-à-vis de la Russie, et c'est en ça ce serait obsolète. En revanche, si ça n'est plus obsolète, c'est si l'OTAN devient un instrument de lutte commun contre le terrorisme, et c'est d'ailleurs ce qui a été avalisé hier soir. Donc Donald Trump a réussi son premier coup, et je pense qu'aujourd'hui le rebond de ce coup-là, ce sera de faire en sorte que toutes les intelligences de l'OTAN, tous les services secrets se mettent en commun dans une coordination pour cette lutte-là. Et il rentrera aux États-Unis avec un parcours complet en politique étrangère. 1, je me désengage. 2, effectivement, je fais payer les différents pays. 3, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour la protection du monde, mais bien sûr pour lui, la protection des États-Unis. Quand je vous dis tout le monde s'est mis en marche, c'est peut-être pas seulement Donald Trump qui s'est mis en marche ces derniers temps. François Costantini, bonjour. Bonjour Philippe. Oui, vous êtes géopoliticien, auteur du livre Le Liban, publié chez Perspective Libre, ancien professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Pour vous, est-ce que l'Europe et la France, même question qu'à mes deux autres invités, elles existent encore dans le logiciel géopolitique, géoéconomique et géostratégique des USA ? Non, bien sûr que non, mais ont-elles jamais existé ? La France est un pays, on l'a vu, qui a reculé sur le plan de l'influence géopolitique et qui, depuis la fin de la guerre froide, a choisi une option, celle d'aller vers la réintégration de l'OTAN, avec François Mitterrand avec le Conseil, et surtout Nicolas Sarkozy avec la réintégration de l'OTAN en tant qu'organisation intégrée. Donc à partir de là, la France ne compte pas. Quant à l'Europe, l'Europe n'existe pas. Elle a renoncé à la puissance politique, à l'autonomie, à l'indépendance. Elle a renoncé à ce qui aurait été pour moi ce que j'appelais un super plan Fouché, le plan Fouché 1 et 2. Allô, vous m'entendez Philippe ? Oui, on vous entend parfaitement bien. Merci. Bon, oui, c'est-à-dire que les plans Fouché 1 et 2 qui auraient permis une construction politique de l'Europe. Or, Bruxelles aujourd'hui, ce n'est pas la construction politique. Bruxelles, c'est une Europe supranationale, mondialisée, ouverte à tout vent et totalement insérée dans les schémas tactiques stratégiques américains. La preuve, c'est que j'ai été édifié hier soir, j'ai vu un reportage sur les soldats français en Estonie. Peut-on sérieusement nous dire, à l'heure où c'est la menace du terrorisme islamiste, les flux migratoires massifs, subversifs, qui nous menacent, que notre sécurité se trouve sur la ligne boréale des pays baltes ? On voit jusqu'à quel point une politique totalement contraire à nos intérêts fait qu'aujourd'hui, en effet, l'Europe et la France, ça ne pèse pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Allez, vous restez avec nous pour le grand référendum avec Philippe David qui vous pose aujourd'hui cette question. Est-ce que pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts, c'est-à-dire rien du tout Peanuts, comme disent les Québécois. Voilà, bon, on peut le faire dans toutes les langues. Ça veut dire cacahuète aussi, on peut le dire. Absolument. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. C'est très important pour nous. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Twitter et Facebook. On lira vos commentaires. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Aujourd'hui, on vous interroge sur Donald Trump sur Sud Radio pour le grand référendum. Pour lui, l'Europe et la France, c'est peanuts. Vous le pensez, vous ne le pensez pas ? Dites-le nous, appelez-nous 0826 300 300 et laissez vos commentaires sur sudradio.fr jusqu'à 11h, Philippe David et ses invités. Eh bien, ça a le mérite d'être clair, ce vote, puisqu'on est à 100% pour le oui. Oui, l'Europe et la France, c'est peanuts pour Trump. Donc ça au moins c'est un score franc et massif, un score digne de Radio Pyongyang et non pas Sud Radio. Parce que si vous votiez contre là-bas, vous auriez vite des problèmes avec le régime. François Asselineau, vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous avez été candidat à la présidentielle. Quel type de relation le président français fraîchement élu Emmanuel Macron peut-il tisser avec Donald Trump après avoir renoué le contact, c'est important à rappeler, avec Vladimir Poutine, même si c'est Poutine qui a relancé un contact téléphonique. Ils se rencontreront d'ailleurs le 29 mai à Versailles au Grand Trianon. Alors, avant de répondre à votre question, je me permettrai de faire remarquer que M. Trump vient en Europe. Il s'est rendu, après être allé au Moyen-Orient, vous l'avez dit tout à l'heure, Arabie Saoudite et Israël et le territoire palestinien. Et Vatican. Et ensuite, il est allé en Italie.
pour rencontrer le pape, puis à Bruxelles, et après il repart en Italie pour le sommet de Taormina. C'est le sommet du G7, voilà. En Sicile. Donc il sera allé 2 fois en Italie, 1 fois en Belgique, et il survole la France, au propre comme au figuré. Il fut un temps où les présidents des États-Unis, du temps de De Gaulle, Kennedy, avaient fait le voyage pour aller à Paris et repartir aux États-Unis. Et c'était pareil du temps de Nixon. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans notre pays, c'est que dans les années 60-70, nous étions un interlocuteur qui discutait d'égal à égal. Rappelez-vous le sommet de Reykjavik entre Georges Pompidou et le président des États-Unis, Nixon, qui avait fait le voyage, ils s'étaient rencontrés en Islande, à mi-chemin. On en est loin. En 73 de mémoire. Voilà, on en est très très loin. Maintenant, la France est devenue un pays satellite. Un pays satellite, et il faut quand même bien avoir à l'esprit que monsieur, alors je sais qu'on va dire oui, vous cherchez des complots partout. Non, monsieur Trump, lorsqu'il arrive en Europe, il sait qu'il peut compter sur des réseaux d'influence, par exemple ceux de la French American Foundation, dont a fait partie monsieur Macron, dont a fait partie le Premier ministre français, dont fait partie Madame Federica Mogherini, qui est la représentante d'étrangères. Elle, c'est pas la French American, c'est l'Italian American Foundation. Donc, ce sont des responsables politiques, médiatiques, etc. en Europe qui ont été déjà présélectionnés, souvent d'ailleurs adoubés par le club de Bilderberg, qui ont été adoubés. Donc, on sait à quoi s'en tenir. Monsieur Trump, si vous voulez, il a des fiches certainement dans ses dossiers, il sait très bien à quoi s'en tenir. Donc, quand on présente aux Français une espèce de entretien bilatéral Macron-Trump comme si c'était des égaux, non. Monsieur Trump est dans la position du suzerain qui vient vérifier l'état des vassaux, des gouverneurs, le gouverneur de la province France, de l'Empire euro-atlantiste. On ne dit pas assez que l'Union européenne, par l'article 42, je renvoie à M. Bana, puisqu'il avait remarqué que j'aime bien les articles. Ah, oui, ça, c'est sûr que vous avez une connaissance, l'article 42, connaissance des articles empiriques. L'article 42 du traité de l'Union européenne nous place quasiment sous la tutelle de l'OTAN. Et donc, quelqu'un faisait remarquer tout à l'heure que monsieur Sarkozy nous avait fait rentrer dans le commandement militaire. En fait, plus nous construisons l'Europe, enfin, moi je n'appelle pas ça construire l'Europe, j'appelle la détruire, plus nous avançons dans la destruction européenne, et plus les États d'Europe sont soumis, en fait, aux États-Unis. Alors, il y a un truc qui est assez cocasse, je sais pas si vous avez vu, on a appris, c'était il y a 5-6 jours, il y avait une dépêche de presse qui émanait de l'Élysée, qui avait été relayée par l'AFP, je crois, qui disait « Monsieur Macron va avoir un entretien très long et approfondi, un déjeuner de travail avec Donald Trump à Bruxelles. » Et puis j'ai vu hier une dépêche qui émanait du côté américain, la partie américaine avait dit « Ça va durer 1h15, ils ont demandé à Monsieur Macron d'être simple et concis. » Bon, c'est ce qu'on appelle le fast-food aux États-Unis. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce qu'il va dire Macron? Il va dire en fait c'est le même agenda comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire il va redire la même chose que ce que dit Juncker, que ce que dit Madame Federica Mogherini, etc. C'est-à-dire, est-ce que vous allez nous défendre? Mais bien sûr que les États-Unis vont défendre parce que ça fait partie de leur impérium. Les États-Unis, qu'on le veuille ou non, Trump, il a donné son accord à ce qu'il y ait des chasseurs américains qui soient positionnés. Moi, la menace russe, j'aimerais qu'on me montre où est la menace russe. Moi, je vois que la Russie était complètement encerclée par des bases américaines et la Chine également. C'est aujourd'hui, on a appris ce matin qu'il y a un navire américain qui est passé à quelques miles d'un îlot contesté face aux Chinois. Donc, il y a en fait, c'est la poursuite de la même politique étrangère. Et puis, monsieur Macron va parler du climat. Et puis, monsieur Macron va parler de l'affaire de l'Iran. Mais tout ça, c'est, en fait, monsieur Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a le même pouvoir qu'un présentateur de JT du 20h. C'est-à-dire, il lit des dossiers qui lui ont été présentés. Il n'y a aucune, non seulement il n'y a pas de réflexion novatrice, mais en plus, il n'a pas les moyens d'avoir l'ambition d'avoir une politique novatrice. Jean-Éric Brana, vous avez souvent fait les 20h pendant la campagne présidentielle américaine, donc vous en connaissez un rayon dans ce domaine. Quelles relations peuvent entretenir Trump et Macron pour cette première rencontre? Je suis assez en désaccord avec ce qui vient de dire et je crois que le rôle du président français est quand même un joli rôle dans ce sommet, d'ailleurs parce que c'est le seul qui va avoir déjeuné avec le président Trump et que ce n'est pas rien en diplomatie quand on a une relation bilatérale directe. Alors effectivement, l'avion survole la France et ne s'arrête pas. Ceci dit, il passe pas non plus en Espagne, au Portugal, en Pologne, enfin on pourrait faire beaucoup d'autres pays. On peut pas aller partout, il n'est pas non plus à la Manchester, certains fantasmaient en disant tiens il va aller faire une visite puisqu'il s'est passé quelque chose d'important. Non, tout ça est très cadré, c'est ça aussi la diplomatie. En revanche, c'est vrai que cette relation directe entre
les deux hommes est très important parce que la diplomatie passe d'abord par des relations directes. Monsieur Asselineau le sait bien, hein, les chefs d'État nouent des liens et qu'ils s'entendent, c'est toujours une bonne chose pour faire avancer des dossiers. Donc là, on a quand même quelque chose de très particulier. Après la rencontre, effectivement, avec Theresa May, qui avait été la première, la relation spéciale dont vous parliez tout à l'heure, qui est assez classique dans les rapports américains avec l'Europe, hein, donc ça passe par la Grande-Bretagne. Il y a eu la rencontre avec Angela Merkel et Macron est donc le troisième président au moment où il émerge. Et Donald Trump a fait savoir qu'il était assez séduit par ce président, assez impressionné par sa victoire, avec une campagne assez incroyable, un petit peu comme la sienne d'ailleurs, quoi qu'on en pense. Jean-Éric Brada, oui. Jean-Éric Brada, on doit vous couper parce qu'on doit aller écouter un peu de promotion, comme on dit, mais on se retrouve dans quelques instants. Exactement, à tout de suite sur Sud Radio. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Philippe David et ses invités jusqu'à 11h sur Sud Radio pour le grand référendum. Vous savez que chaque jour, on vous pose une question. Vous pouvez y répondre. Vous nous appelez au 0826 300 300. Est-ce que pour Donald Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts? Allez, vous nous appelez et vous laissez aussi des commentaires sur sudradio.fr. Oui, le vote qui a baissé un petit peu, hein, quand même. On est passé à 91%, mais quand même gros vote majoritaire pour le oui. Oui, pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts. Jean-Éric Brana, désolé, vous êtes spécialiste des États-Unis et maître de conférence à Assas Paris 2. Votre prochain livre, Donald Trump, président des États-Unis, publié chez Priva, qui va sortir à la rentrée. Je vous laisse terminer avant d'aller voir François Costantini. Très bien, j'étais sur le ressenti parce que c'était quand même important de le placer comme ça avec Donald Trump. Donc c'est vrai qu'il y a une relation de séduction avec Macron. Au-delà de ça, on ne le dit pas suffisamment, mais rentrant dans le personnel, les enfants de Donald Trump ont appris en première langue étrangère le français. C'est pas un hasard, c'est d'ailleurs la deuxième langue enseignée aux États-Unis et soyons fiers de cette chose-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump aura face à lui le représentant d'un grand pays avec la puissance nucléaire. Et ça non plus, ce n'est pas rien, et il le sait parfaitement. Au-delà de ça, si on enlève le militaire, la France est quand même le 12e client des États-Unis. C'est vrai que ce sont des échanges limités par rapport à d'autres pays. On est environ sur un volant de 60 milliards d'euros, sans vous assommer avec des chiffres, mais 60 milliards d'euros, c'est bien ça, mais on a quand même un poids très fort. Au-delà de ça, nous sommes le premier partenaire scientifique des États-Unis, avec 12 000 publications chaque année. Nous avons 800 accords interuniversitaires, 17 000 étudiants américains qui se trouvent en France, 4 600 entreprises américaines qui vont en France, ça emploie 440 000 personnes, mais également avec des filiales américaines, 560 000 personnes de plus. Il y a 300 000 Français qui vivent aux États-Unis, dont pour les plus dynamiques et que l'on voit le plus actuellement, notamment dans les nouvelles technologies, entre 20 000 et 60 000 dans la Silicon Valley, dont on parle énormément, car la France est quand même en pointe dans ce qui concerne les nouveaux moyens de diffusion et le savoir-faire dans les TIS, tant dans la production de contenu numérique que d'infrastructures et des logiciels, n'est plus à démontrer. Donc oui, Donald Trump a quand même un partenaire très lourd en face de lui avec Emmanuel Macron, il le sait, et surtout ça aussi, ils vont devoir échanger car il va falloir construire. François Costantini, vous êtes géopoliticien, auteur du livre Le Liban, publié chez Perspective Libre, ancien professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Quel type de relation Emmanuel Macron peut-il tisser avec Donald Trump après avoir renoué récemment avec Vladimir Poutine? Renouer Vladimir Poutine, le mot est grand. Je pense que c'est Poutine qui a pris l'initiative. Oui, voilà. D'une part, c'est une initiative puisque dans le protocole, c'est qu'il y a parmi les usages protocolaires, les présidents en place, les chefs d'État en place appellent les présidents nouvellement unis pour les féliciter et établir des relations. D'ailleurs, la prise de contact de Vladimir Poutine n'était pas anodine. Il a établi que il souhaitait en effet rehausser quand même le niveau de relation pour dire si la relation était tombée assez bas avec le quinquennat très improbable de François Hollande. Il y aura des relations, à mon avis, entre Donald Trump et Macron qui seront des relations très, très atlantiques assez fortes, d'autant plus qu'on a vu que le revirement total à 180 degrés opéré par Trump en Arabie Saoudite, qui contredit d'ailleurs ses engagements de campagne, ses prises de position géopolitiques et qui traduisent à mon sens d'un changement de conseiller majeur à Washington
la mise sur la touche de l'homme de la victoire de Trump, qui était Steve Bannon, au profit du gendre Jared Kushner. Donc on connaît des liens extrêmement intimes, notamment avec Israël, témoignent qu'en effet, il sera plus facile pour Macron, qui est quelqu'un qui s'inscrit dans une logique de fédéralisme européen absolu et d'atlantisme avéré, et d'avoir une relation plutôt forte avec Trump dans ce cadre-là. Voilà. Je pense de toute façon qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui renoncera de toute façon à faire jouer un rôle particulier à la France. Ce sera quelqu'un qui fera du suivisme par rapport à Bruxelles, et par du moment où on fait du suivisme par rapport à Bruxelles, on fait du suivisme par rapport à Washington. Donc je pense que là-dessus, la relation entre les deux ne risque pas d'être orageuse. Voilà. François Asselineau va faire un tour d'horizon large. François Costantini, j'avais prévu qu'on en parle et on va en parler, a dit que la visite de Donald Trump, notamment en Arabie Saoudite, montrait un changement, un revirement complet, parce que l'Arabie Saoudite, pour lutter contre le terrorisme, c'est peut-être pas le meilleur interlocuteur. Je me mouille un petit peu, mais je le pense franchement. Qu'est-ce que la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite vous a inspiré, à part 380 milliards de contrats, dont 110 de matériel militaire? Oui, d'abord, il y a eu ces matériels-là. Donc, c'est déjà. C'est une belle somme. C'est une somme. Mais 380 milliards de dollars. C'est une somme astronomique qui permet de relancer, qui me fait que M. Trump, là aussi, s'inscrit. Il a dit jobs. Voilà, des emplois. Il s'inscrit dans les perspectives de ses prédécesseurs. Il s'agit d'apporter non seulement des emplois aux États-Unis d'Amérique, mais aussi de satisfaire le complexe militaro-industriel qui est très puissant aux États-Unis. Tout ce qui vend d'ailleurs en Arabie Saoudite, au passage, il y a pas tout, mais il y a une partie peut-être qui se fait au détriment de certains matériels français. Je rappelle que si la France était une grande exportatrice de produits militaires, c'est aussi le fruit des années 60, lorsque la France avait une politique indépendante et de souveraineté nationale. Plus nous sommes intégrés dans l'OTAN, plus nous acceptons des programmes militaires de l'OTAN, et plus la France va apparaître comme fabriquant une partie d'un avion, etc. On risque de perdre dans les années qui viennent notre indépendance stratégique en termes de fabrication militaire. On risque donc de perdre ce qui faisait l'attrait des productions militaires françaises, qui souvent sont très chères par rapport à leurs concurrents, mais justement l'indépendance et notamment la possibilité de livrer à des pays des armements en dépit d'une opposition de Washington. Alors ce qu'on retire de ce passage, c'est effectivement que Donald Trump a tapé sur l'Iran. Il a pris une position très contre le terrorisme et Daesh. Il a d'ailleurs demandé. Alors la France, du temps de Hollande, traîner les pieds que l'OTAN s'intègre dans la coalition anti-Daesh. On a appris ce matin, je crois, tout à l'heure, par M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, que finalement l'OTAN accepte d'entrer dans la coalition contre Daesh. La France y était réticente parce qu'elle avait peur que des retombées politiques et que l'OTAN apparaisse comme contraire, s'opposant frontalement au monde arabo-musulman. On voit en réalité, là aussi, que M. Macron pèse une plume et que ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre. Ce qui est quand même intéressant dans ce passage en Arabie Saoudite, il me semble, c'est que on a l'impression que les États-Unis, il y a quand même en sous-main, pas ce qu'on raconte aux enfants des écoles. Je parle de vraiment des forces qui y a sous-jacentes derrière Daesh, derrière l'État islamique. Il y a des forces qui émanent plus du Royaume-Uni, du MI6, qui financent depuis des décennies, notamment, par exemple, par l'intermédiaire des frères musulmans. Il y a des liens très étroits entre les services secrets britanniques et une forme de terrorisme. Et on a l'impression que la position que prend actuellement les États-Unis serait plutôt de prendre leur distance par rapport au Royaume-Uni sur ces questions. Ce sont des choses très graves, bien entendu, qui ne font jamais la une des médias, mais tous les experts savent très bien à quoi s'en tenir sur ce qui se cache derrière les frères musulmans, par exemple. Allez, on va faire un petit tour au standard 0826 300 300. Stéphane qui nous appelle de Moissac, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci. Bon, mais je pense que finalement la France, depuis le dernier président qui n'a pas un peu suivi la politique étrangère des États-Unis, c'était M. Chirac qui a refusé d'aller en Irak. Et puis finalement, depuis, les présidents français suivent les États-Unis dans leur désir géopolitique. Et donc, à partir vu qu'on les suit, qu'on est des suiveurs, on pèse pas bien lourd, effectivement. À savoir que les serveurs des ministères de l'Élysée et de l'intérieur des armées sont aux USA. Donc, les USA ont la même mise sur la France, il me semble. Donc pour vous, la France ne compte plus aux yeux de Donald Trump, elle compte, je vais utiliser un terme américain qu'on a choisi volontairement, pour peanuts, pour des cacahuètes.
pas pour peanuts, mais elle est soumise à mon avis. Donc pourquoi ils auraient besoin de parlementer avec la France, puisque la France est soumise à leur action. Merci beaucoup Stéphane de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. On va faire réagir Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, maître de conférence à Paris de Assas. Son prochain livre, Donald Trump, président des États-Unis, publié chez Priva. Qu'est-ce que vous répondez à Stéphane? Et je vais vous faire réagir également sur le revirement de politique de Trump en Arabie Saoudite. Écoutez, c'est un petit peu la même réponse que je vais vous faire. Comme ça, je réponds d'une part à Françoise Asselineau et puis à Stéphane qui... vous faites d'une pierre deux coups, c'est bien avec vous, Jean-Éric Brana. Tant qu'à faire, on va économiser un petit peu de temps d'antenne. Mais moi, j'ai une autre lecture du revirement de l'OTAN qui maintenant fait entrer la question terroriste dans ses préoccupations. C'est vrai qu'il y avait une réticence pour poser ce qu'a dit très justement François Asselineau tout à l'heure. Je la vois pas comme lui sur la partie du conflit syrien, je la vois au contraire plutôt du côté d'Afghanistan, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours cette clause de réciprocité qui fait que, comme les Américains ont envoyé des hommes en Afghanistan, ça voudrait dire qu'en luttant contre le terrorisme, de la même façon, les Européens et les Français en particulier devraient donc envoyer des hommes supplémentaires en Afghanistan, ce que la France et l'Allemagne se refusaient à faire. Alors de ce côté-là, on va quand même remarquer que nos diplomates ne sont pas si mauvais qu'on veut bien le dire, et que notre diplomatie pèse quand même pas mal, puisque dans l'accord qui a été signé hier, effectivement le terrorisme devient une préoccupation, mais il est rajouté sans intervenir dans les combats, ce qui est quand même une clause très importante et qui va faire que nos enfants ne vont pas aller sur le terrain, mais c'est l'intelligence qui va servir, donc les services secrets, la coopération entre les différents pays, et que ça prouve bien que notre diplomatie n'est pas du tout à la botte de qui que ce soit, et qu'il y a encore une indépendance de la France et de l'OTAN et de l'Europe de ce côté-là. Mais quand vous entendez Stéphane qui dit le dernier président français indépendant, ça a été Chirac qui a refusé la guerre en Irak en 2003. Je lui laisse la responsabilité de ses propos, il a tout à fait le droit de le penser, et c'est loin de moi l'idée de lui faire penser autre chose si c'est son avis. François Costantini, vous avez entendu Stéphane, et je vais vous faire réagir sur l'Arabie Saoudite, comme vous avez été professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Vous êtes d'accord que Chirac a été le dernier président qui a eu une politique indépendante vis-à-vis des États-Unis? Sur une question, sur la question de l'Irak. Ensuite, sur le reste, sur la question de la Syrie et du Liban, il a fait du suivi. Je pense qu'en Irak, Chirac, pour plusieurs raisons, a refusé l'intervention. D'une part, c'est qu'il avait quand même conscience, c'est vrai, du caractère fou de cette intervention et des conséquences que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, l'état d'impréparation et l'état lamentable dans lequel se trouvent les armées françaises, qui auraient été incapables de soutenir et logistiquement un corps expéditionnaire. Et ensuite, je pense qu'en effet, il y avait peut-être chez Chirac une dernière lueur gaullienne chez lui. C'est l'homme, en effet, qui pour moi, a transformé le mouvement gaulliste en mouvement fédéraliste européen atlantiste. Alors, de temps en temps, il y a quelques lueurs. Il avait appelé un de ses livres, d'ailleurs, qui s'appelait La lueur de l'espérance. C'était une petite lueur chez Chirac, mais c'est pas grand-chose par rapport au bilan de Chirac, qui est un des fossoyeurs, en effet, du gaullisme. Et pour vous, qui êtes un excellent connaisseur du Proche-Orient, je rappelle que vous étiez professeur associé à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, comment vous analysez ce revirement de Donald Trump lors de sa visite en Arabie Saoudite le week-end dernier? Donc c'est tout récent. Le revirement est dangereux à plusieurs égards. C'est que d'une part, en géopolitique, il faut toujours tenir une logique des équilibres. Et aujourd'hui, en effet, alors je ne prêche pas du tout pour le régime iranien, hein, loin de là. Mais on ne veut pas aujourd'hui charger l'Iran tout à coup de tous les maux. À ma connaissance, ce n'est pas l'Iran qui finance l'État islamique, ce n'est pas l'Iran qui a créé Al-Qaïda ou qui finance tout autre groupe djihadiste. S'il y a plutôt des pays à pointer du doigt, c'est l'Arabie Saoudite, pour laquelle d'ailleurs Trump a plus que donné l'absolution. À 380 milliards de dollars, on pourrait la donner à moins. Hein. Oui, et le Qatar, dont on sait qu'ils ont une responsabilité écrasante dans le financement du terrorisme djihadiste, et qui continue également à financer au-delà du terrorisme tous les groupes salafistes radicaux, hein, la création de mosquées radicales, jusque le financement de mosquées cathédrales, souvent confiées à des imams douteux. C'est l'Arabie Saoudite, hein, y compris sur notre propre sol, en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Donc, en effet, je pense qu'il y a un aveuglement total, une méconnaissance de Trump des dossiers géopolitiques.
qui pourrait s'avérer catastrophique, comme l'était d'ailleurs George Bush. En fait, on attendait un nouveau Reagan, on n'a eu qu'un Bush junior, si vous me passez l'expression. François Asselineau, qu'est-ce que vous voulez répondre à Stéphane qui disait que Chirac a été le dernier président qui a eu une politique indépendante je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphane de Moissac. Voilà, ce qu'il a dit et ce qu'a dit François Costantini, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que Chirac, sur l'affaire irakienne spécifiquement, a eu une politique, une posture, avec d'ailleurs Dominique de Villepin, qui était gaullienne. Et d'ailleurs, rappelez-vous que lorsqu'il y a eu le discours de Villepin en 2003 au Conseil de sécurité, la France a été approuvée massivement par peut-être 90% des États du monde. Parce que la France, elle est puissante à condition qu'elle sorte de l'Union européenne et de l'OTAN, qu'elle sorte de cette gang qui la maintient en soumission. À partir du moment où la France retrouve son logiciel d'origine, c'est-à-dire un pays libre, indépendant et souverain, elle peut faire défendre ce qui est son rôle, c'est-à-dire défendre le porte-parole des peuples et des nations face à tout empire. Dans ce qu'a dit Stéphane de Moissac, il a dit quelque chose rapidement, mais qui était très très juste, sur lequel je me permets de revenir. Bien sûr. Lorsqu'il a parlé des logiciels, notamment, de nos services de renseignement, de notre armée, on sait maintenant que, voilà, on a introduit le loup dans la bergerie. On a, en réalité, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que les Français doivent savoir, c'est que quasiment les Américains ont maintenant accès à tous nos logiciels les plus confidentiels, notamment sur les services de renseignement, etc. On s'est mis complètement à la disposition des États-Unis d'Amérique. Et moi, je veux bien qu'on nous cite toujours Lafayette, Rochambeau. Ça, c'est pour les enfants des écoles. La France, bien sûr que la France, elle a encore, il y a encore des beaux restes, si j'ose dire. Bien sûr, notre premier interlocuteur souligne que la France, elle a une puissance nucléaire. Oui, voilà. Bon, ça c'est vrai. Mais c'est pas Monsieur Macron qui en est responsable. Le fait que la langue française soit encore une langue très parlée dans le monde, c'est pas Monsieur Macron ni les européistes. Au contraire, plus nous entrons dans l'Union européenne, plus la France disparaît, plus la langue française, en Europe en tout cas, est en train d'être évincée par le globige, par l'anglo-saxon, et plus toute notre géopolitique, notre diplomatie internationale est soumise à l'impérialisme américain. Allez, vous restez avec nous et vous écoutez le grand référendum avec Philippe David qui vous pose cette question. Est-ce que pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts, c'est-à-dire cacahuètes, rien du tout. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. C'est la dernière ligne droite. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Twitter et Facebook. À tout de suite. Le grand référendum, 10h, 11h, Philippe David. Aujourd'hui, on vous interroge sur Donald Trump sur Sud Radio pour le grand référendum. Pour lui, l'Europe et la France, c'est peanuts. Vous le pensez, vous ne le pensez pas? Dites-le nous, appelez-nous 0826 300 300 et laissez vos commentaires sur sudradio.fr jusqu'à 11h, Philippe David et ses invités. Et vous votez à 93% oui pour Trump, l'Europe et la France, c'est peanuts. C'est un gros vote majoritaire pour le oui depuis le début de l'émission. François Asselineau, vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, et candidat à la présidentielle de 2017. Concernant la lutte contre le terrorisme, on a parlé du revirement de Trump lors de sa visite en Arabie Saoudite. La France, c'est quand même un partenaire clé parce que c'est quand même la France qui intervient contre le terrorisme au Mali. Et la France seule, on ne peut pas dire que les autres Européens nous aident beaucoup et pas non plus les Américains. Mais encore une fois, j'ai pas dit que la France c'était. Je n'ai pas dit que la France était rien. Pour moi, la France est très importante. Je pense que c'est quelque chose de considérable. C'est un pays, et c'est quand même encore la 5e ou 6e puissance économique mondiale, même si c'est en rapide déclin. C'est un pays qui a un potentiel. 3e puissance nucléaire, comme le disait une première ou 2e zone économique exclusive. C'est un pays qui a des potentiels considérables. Donc je suis d'accord. Notamment, nous avions un savoir-faire en Afrique, en termes de renseignement, au Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient, qui remonte à des siècles. La présence française en Syrie, ça date de François Ier et de son accord avec Soliman le Magnifique en 1526. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont acquises. Le problème qu'il y a, c'est que nous ne sommes plus maîtres de nos grands choix stratégiques. L'intervention de la France en Libye est une catastrophe et nous l'avons fait pour des raisons qui sont absolument scandaleuses. Normalement, il y aurait une justice en ce monde. Monsieur Sarkozy devrait passer devant un tribunal de Nuremberg parce que c'était un pays souverain qui a été détruit et on voit le résultat, ça a déstabilisé le Machrek, ça déstabilise le Sahel, etc. J'explique, le Machrek, c'est le Liban et la Syrie. Voilà. Alors maintenant le Liban et la Syrie, la Syrie a été déstabilisée également parce que moi je veux bien que on nous dit oui, ce sont des dictatures et l'Arabie Saoudite. Parce que entre le régime de Bachar el-Assad et le régime du roi Salman d'Arabie Saoudite, il y a pas photo. Hein. Vous voir le sort des femmes, les lapidations, on coupe la main des voleurs, tout ça, c'est le régime saoudien qui est tenu à bout de bras par 40 à 50 000 soldats américains.
et le régime du Qatar et le régime du Bahreïn. Pourquoi on ne dit jamais la situation des droits de l'homme? Parce que ce sont des alliés des États-Unis d'Amérique. Donc moi je note, et ça je voudrais en profiter pour dire quelque chose qui me paraît important. Tous les pays laïcs du monde arabe, ceux qui voulaient adapter justement la religion musulmane au XXe siècle et qui étaient pour beaucoup d'entre eux sous influence française, que ce soit la Turquie, qui n'est pas un pays arabe mais qui est un pays musulman, Atatürk s'était largement inspiré des institutions françaises en termes de laïcité notamment, que ce soit le parti Baas en Syrie ou en Irak. Bien sûr que c'était des dictatures, mais il y en a dans l'ensemble du monde arabo-musulman, il y a beaucoup de dictatures, mais c'était des régimes qui avaient fait progresser le statut des femmes, qui avaient séparé la religion de l'État, etc. Les minorités, les chrétiens, les juifs étaient protégés, etc. Et nous avions des pays qui étaient en phase. Regardez Nasser, mais qui a démoli ces régimes progressistes? Qui a démoli Mossadegh en Iran? Qui a voulu démolir Nasser? Mossadegh, c'était en 1953, c'était un coup d'État fait par les Américains et les Britanniques. Voilà, mais maintenant... Non, mais j'explique pour les auditeurs. Ah oui, mais maintenant on dirait vous êtes conspirationnistes et complotistes. Maintenant, alors évidemment, on peut le dire, pas sur Mossadegh, on peut le dire sur le Chili en 73, avec Pinochet, on peut dire que c'était la CIA. Mais aujourd'hui, quand vous dites que à la manœuvre, pour déstabiliser les régimes syriens, pour déstabiliser la Libye, quand vous dites qu'il y a derrière ça les anglo-saxons, là on vous dit oh là là, vous êtes conspirationnistes, complotistes, c'est ce qu'on m'a sorti sur les grands médias français, dont la plupart sont asservis aussi à ces mêmes intérêts. C'est pas parce qu'on le dit que je vais me changer, c'est la vérité. La vérité, c'est que il y a derrière des forces les anglo-saxons, et ce qui est nouveau dans le voyage, je pense, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il semble qu'il y ait quand même une différence d'approche entre les Américains et les Britanniques sur notamment le soutien à Daesh, parce que Daesh n'est pas sorti d'un chapeau. D'où viennent les armements, qui forment qui financent, qui forment les gens de Daesh, et puis comment se fait-il que Daesh cible toujours certains pays et pas d'autres? Voilà, ça ce sont des sujets intéressants. Jean-Éric Brana, vous êtes spécialiste des USA, votre prochain livre, Donald Trump, président des États désunis, publié chez Priva. La France, c'est quand même le pilier de la guerre contre le terrorisme en Afrique, ça doit nous valoir des égards pour les Américains. Ah oui, absolument. Alors encore une fois, moi je m'inscris assez à rebours par rapport à vos deux autres invités. Pour recentrer sur votre question de départ, on a parlé d'impérialisme américain et essayer d'opposer donc pour savoir ce que Trump pense de la France, cet impérialisme sur l'Europe. Si on regarde les faits, qu'on soit pour ou contre Trump n'est pas le propos ici. Donald Trump a annoncé qu'il n'y avait plus d'impérialisme, qu'il voulait se retirer de l'ensemble des théâtres d'opération dans le monde parce que ça coûte de l'argent tout simplement, et que s'il revient ce sera transactionnel et il va faire payer l'intervention américaine avec une facture. C'est un businessman, donc on est vraiment dans une autre relation totalement. Tout ça pour dire que effectivement la France a un rôle pivot à jouer dans le monde, en particulier en Afrique, et alors évidemment le rôle qu'on joue au Mali est éminent et Donald Trump le sait parfaitement et personne ne peut s'en passer dans le monde. Donc c'est un véritable partenaire et pas partenaire qui compte. Donc encore une fois, le repas qui va se passer entre Emmanuel Macron et Donald Trump n'est pas du tout insignifiant et a beaucoup de sens au contraire pour la diplomatie américaine et pour ceux qui font encore de l'extérieur. Alors qui s'en occupe? C'est ceux qui sont autour de Donald Trump, non pas Steve Bannon qui effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, a été écarté, mais ce sont des hommes comme le général Mattis qui est en charge de la défense aux États-Unis, McMaster de la sécurité nationale, du vice-président Mike Pence. Et pour revenir à Mattis 2 secondes, rappelons qu'il a dirigé l'OTAN il y a quelques années, et donc il est lui-même très atlantiste dans l'idée d'une relation très forte avec ses partenaires européens, au premier lieu desquels la France. Et je vais rajouter un mot, puisqu'on a entendu tout à l'heure que les dignitaires américains ne venaient plus en France, c'est méconnaître un petit peu le ballet diplomatique très intense qu'il y a entre nos deux pays. Kerry était l'année dernière quasiment toutes les semaines à Paris. C'était une place qui comptait particulièrement. On va dire que Kerry était très actif, elle est dans beaucoup d'endroits, mais en tout cas Paris était une destination qui restait privilégiée. François Costantini, vous êtes géopoliticien, auteur du livre Le Liban, publié chez Perspective Livre, ancien professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. La guerre au Mali, c'est quand même la France à 95 voire 99%. On n'est pas très soutenu par les Européens. Ça doit nous valoir des égards quand même dans la lutte contre le terrorisme pour les Américains en général et pour Trump en particulier. Ça ne vaut pas beaucoup d'égards, mais ensuite, ce
qui quand même est à retenir dans cette histoire du Mali, qui d'ailleurs est peut-être la seule initiative à mettre au crédit de François Hollande pendant son quinquennat en termes diplomatiques, militaires et stratégiques, c'est que la solidarité européenne, eh bien bonjour, mesdames, messieurs, à aucun moment l'Europe n'a envoyé la moindre aide aux Français au Mali. Les Français y sont allés seuls. Alors la solidarité européenne... Les Allemands ont envoyé un hôpital de campagne. Ah, merci beaucoup, Dankeschön, directement. Mais non, mais c'est une plaisanterie. Normalement, c'est un corps expéditionnaire qu'il aurait fallu monter, multinational, à partir des pays européens, des États-Unis. Rendez-vous compte que la France est seule contre un des pôles majeurs du terrorisme djihadiste en Afrique, avec des États affaiblis, démunis en plus, des zones désertiques gigantesques. C'est l'armée française seule, avec ses moyens de plus en plus réduits, qui doit lutter. Et on nous parle de solidarité européenne, mais par contre la France, elle, fournit des contingents en Estonie. Alors s'il vous plaît, il serait temps de remettre un peu les choses à l'endroit et qu'on pense avant tout à une vraie solidarité internationale et que l'on sorte en effet de cette logique absolue d'alignement sur les intérêts européens, ou plutôt les intérêts bruxellois, parce que moi je suis très européen, je suis favorable à une politique européenne indépendante des blocs, une politique de défense de la civilisation européenne, mais là au Mali on voit bien que la solidarité européenne est à l'heure, ça sert à faire payer un certain nombre d'États et à aligner la France sur un certain nombre de postures géopolitiques qui sont au rebours de nos intérêts. Messieurs, il nous reste 1 minute. Je vais donc vous demander une réaction en 20 secondes à chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, la baisse d'influence de l'Europe, elle s'explique pas par le fait que pour les Américains, la zone de croissance, c'est le Pacifique et donc la Chine et pas l'Atlantique avec l'Europe? Très court, François Asselineau. Oui, c'est une des possibilités, mais c'est surtout parce que l'Europe est asservie. Moi, je ne vais pas ici, en 20 secondes, rappeler toutes les analyses que j'ai pu faire depuis 10 ans et qui fait d'ailleurs que notre mouvement politique est en croissance verticale parce que les gens découvrent que ce que je dis est vrai. Ça se révèle exact avec les événements. La construction européenne sert les intérêts géopolitiques américains. D'ailleurs, Monsieur Trump a fait volte-face aussi là-dessus. Il avait dit qu'il était contre le Brexit parce qu'il avait une réaction spontanée. Maintenant qu'il est élu président des États-Unis, qu'il a pris ses fonctions, eh bien, il a certainement des dossiers, ses conseillers qui lui montrent tout l'intérêt que les États-Unis tirent de cette utopie qui verrouille 28 États les uns avec les autres. C'est un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes, qui fait partie des 36 stratagèmes chinois classiques. Ça permet de neutraliser des adversaires en les forçant à se lier dans des liens absurdes et auto-bloquants. Jean-Éric Brana, en 15 secondes, le pôle de croissance c'est l'Atlantique, le Pacifique et la Chine, plus l'Atlantique et l'Europe. Alors je ne partage pas du tout l'idée qu'il y ait une baisse d'influence de l'Europe et je crois que l'Europe pèse très très fort avec un seul exemple. La question du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations en Europe actuellement et on a réussi à faire reculer Donald Trump sur cette question. Il n'a toujours pas retiré Jean-Éric Brana, son plan. Comme vous avez explosé les 15 secondes, je ne pourrais pas faire réagir François Costantini, mais je le remercie beaucoup. Ancien professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci beaucoup Jean-Éric Brana.